Après avoir rompu avec ma petite amie, j'ai engagé un chef à domicile pour ne plus me nourrir de plats préparés. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me fasse découvrir bien plus qu'un simple repas. La première fois qu'il a corrigé ma façon de tenir le couteau, en posant sa main sur la mienne, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais éprouvé avec une femme. Je me suis dit que c'était dû à la solitude, que j'exagérais, que ça passerait. Mais ça n'est pas passé. Et cela s'est transformé en une histoire que je n'aurais jamais pu imaginer. C'était l'automne. Après la rupture, l'appartement m'est paru trop grand du jour au lendemain. Les soirs s'étiraient. Je rentrais du cabinet, posais mon sac, ouvrais le frigo et refermais immédiatement. Des barquettes, du pain rassis, une bouteille de vin entamée depuis 3 jours. J'avais 34 ans, un métier qui marchait et l'impression d'habiter une salle d'attente. Un mardi soir, j'ai cherché sur mon téléphone. Cuisinier à domicile. Lyon, les profils défilaient. Trop cher, trop souriant, trop expérience gastronomique haut de gamme. Puis j'ai vu le sien. Photo simple, tablier noir, regard direct. Théo, 31 ans. Formé à l'Institut Paul Bocuse, passage en bistrot lyonnais, puis service privé. Tarif raisonnable. J'ai envoyé un message. Il a répondu dans l'heure. Le jeudi suivant, à 19h, il a sonné. Je l'ai fait entrer. Il portait un sac en toile épaisse et une caisse isotherme. Pas de blabla. Il a posé ses affaires sur le plan de travail, a regardé la cuisine d'un coup d'œil et a demandé « Tu manges de tout ?»« Oui. »« Allergie ? Non. Tu préfères léger ou tu as faim pour de vrai ?» J'ai dit que j'avais faim pour de vrai. Il a hoché la tête et s'est mis au travail. Il a sorti des produits que je n'achetais plus depuis des mois. Un poulet fermier, des carottes nouvelles, du céleri rave, une botte de persil plat, une crème épaisse. Il a allumé le four, a fait chauffer une cocotte. Les gestes étaient précis, rapides, sans agitation. Je suis resté adossé au frigo, les bras croisés à le regarder. Au bout d'un moment, il a levé les yeux. « Tu peux m'aider si tu veux, ça ira plus vite ?» J'ai accepté. Il m'a tendu un couteau et une planche. Les carottes, en bâtonnet pas trop fin. Je me suis mis à couper. Maladroitement au début, il a regardé, a repris mon poignet une seconde pour corriger l'angle, puis a lâché. Comme ça, tu sens la différence ? Oui, la lame entrait mieux. On a travaillé côte à côte, lui sur le poulet, moi sur les légumes. L'odeur de beurre noisette a commencé à monter. Il a fait revenir les carottes, a ajouté le céleri, un peu de bouillon. Le poulet est allé au four. Pendant que ça cuisait, il a préparé une salade simple. Mâche, noix, vinaigrette à la moutarde de Dijon. Rien d'extraordinaire, juste propre et bon. On a mangé à la table de la cuisine, lui en face de moi. Il mangeait sans se presser, posait des questions banales. Mon travail, combien de temps j'habitais ici? Si je cuisinais avant, j'ai répondu. Pas beaucoup, il a souri un peu. La plupart des gens que je vois ont arrêté, trop fatigués, ou trop seuls. Il a dit ça sans appuyer, juste un constat. J'ai haussé les épaules, on a fini le poulet. Il a refusé le café, a rangé rapidement, a laissé 2 portions dans des boîtes en verre. Pour demain, tu réchauffes à feu doux, tu ajoutes un peu d'eau si ça attache. Il est parti, la porte s'est refermée, l'appartement sentait encore le beurre et le thym. J'ai resté assis un moment, les mains sur la table, puis j'ai rangé mon assiette et je suis allé me coucher plutôt que d'habitude. Le lundi suivant, il est revenu. Même heure, cette fois il avait prévu une blanquette, veau, carottes, champignons de Paris, riz. Il m'a fait éplucher les champignons, on a reparlé, du temps qu'il faisait. D'un chantier que je suivais en ce moment, une réhabilitation d'immeuble près de la Guillotière. Il écoutait vraiment. Pas ces hochements de tête polis. Il posait une question de temps en temps, juste pour montrer qu'il avait suivi. À un moment, en remuant la sauce, il a demandé « Tu vis seul depuis longtemps ?»« Depuis 6 mois. » Il a hoché la tête, rien de plus. On a mangé. La blanquette était parfaite, ni trop épaisse, ni trop claire. J'ai repris une seconde fois. Il a souri. Bon signe. Après le repas, on a resté un peu à table. Il a parlé de ses débuts, des services d'embrigade, des coups de feu, des chefs qui gueulaient. Il avait quitté ça pour le privé. Moins de pression, plus de temps. Moi, je l'ai écouté. Sa voix était posée. Il riait parfois. Un rire court, bas. Quand il est parti, j'ai refermé la porte et je me suis surpris à regarder l'heure à laquelle il reviendrait. Mercredi, dans 2 jours. Mercredi, il a apporté des filets de cendre, des poireaux, des pommes de terre rates. On a préparé ensemble. Cette fois, il m'a laissé faire la sauce. Beurre, échalote, un trait de vin blanc, crème. J'ai trop réduit. Il a ajouté un peu de bouillon, a goûté, a rectifié. Tu vois, il faut sentir, pas chronométrer. J'ai goûté à mon tour, il avait raison. On a mangé, la conversation a glissé. Il m'a demandé ce que je faisais le week-end. Rien de spécial. Lui non plus, a-t-il dit. Il aimait marcher le long du Rhône, acheter du pain au fournil du coin, lire, des choses simples. À un moment, en rangeant, nos mains se sont croisées sur la même poignée de tiroir. On a retiré en même temps. Un silence d'1 seconde, puis il a repris comme si de rien n'était.
Moi, j'ai senti une chaleur monter dans ma nuque, j'ai détourné les yeux. Il n'a rien dit. Après son départ, j'ai resté debout dans la cuisine. L'odeur du cendre flottait encore. J'ai ouvert le frigo, regardé les restes qu'il avait laissés, refermé. Puis je me suis assis sur une chaise et j'ai resté là un moment, sans allumer la lumière. Je n'avais pas prévu ça. Pas prévu d'attendre quelqu'un. Pas prévu que le simple fait de couper des légumes à côté d'un autre homme me fasse sentir autre chose que de la fatigue. J'ai secoué la tête. C'était ridicule. Il venait cuisiner. C'était son travail, rien de plus. Pourtant, le soir suivant, en rentrant, j'ai regardé le plan de travail vide et j'ai pensé à jeudi. Les semaines suivantes, Théo est venu 3 fois. Mardi, jeudi, samedi. Je n'avais rien demandé. Il avait simplement proposé un rythme plus régulier et j'avais dit oui sans réfléchir. Le mardi, il a préparé un pot-au-feu. Bœuf, poireaux, navets, carottes, un os à moelle. La cuisine a senti le bouillon pendant des heures. On a mangé tard. Lui parlait peu pendant qu'il cuisinait, mais une fois à table, il se détendait. Il m'a raconté une histoire de service raté, dans un bistrot de la Croix-Rousse, un soir où le four était tombé en panne. J'ai ri. Vraiment ri. Ça faisait longtemps. Jeudi, ce fut une daube de joues de bœuf, longue cuisson. Pendant que ça mijotait, on s'est retrouvés à boire un verre de Côte-du-Rhône en attendant. Il s'est assis sur le tabouret près du plan de travail, moi en face. La conversation a glissé vers des choses plus personnelles. Il m'a demandé pourquoi j'avais arrêté de cuisiner. J'ai répondu que je n'avais plus le temps. Puis, après un silence, j'ai ajouté que je n'en avais plus envie non plus. Il a hoché la tête. Pas de commentaires inutiles. Samedi, il est arrivé avec des produits du marché. Des asperges, du veau, des herbes fraîches. Il m'a tendu un oignon. Coupe-le finement, comme pour une sauce. J'ai pris le couteau. J'ai commencé. Les tranches étaient irrégulières, il s'est approché derrière moi, a posé sa main sur la mienne pour corriger l'angle de la lame. C'est plus près des doigts, tu contrôles mieux. Sa paume était chaude, ses doigts un peu rudes. Il a guidé 2 ou 3 mouvements, puis a retiré sa main. J'ai continué. L'oignon piquait les yeux, j'ai cligné. Quand j'ai relevé la tête, il me regardait. Pas longuement, juste assez pour que je le remarque. Puis il a détourné les yeux et a repris ses affaires. On a mangé en silence plus long que d'habitude. Pas un silence gênant, juste chargé. Après le repas, il a rangé. Je l'ai aidé. Nos mains se sont croisées une 2e fois en rangeant les assiettes. Cette fois, ni l'un ni l'autre n'a retiré tout de suite. Une fraction de seconde. Puis il a souri un peu et a dit « La prochaine fois, je te montre comment faire un beurre blanc correct. » Il est parti. J'ai refermé la porte. Dans la cuisine, l'odeur de l'oignon et du veau restait. Je me suis lavé les mains trop longtemps. L'eau chaude, puis froide. J'ai resté debout devant l'évier, les mains mouillées, à regarder le carrelage. Le dimanche, j'ai travaillé sur des plans. Le soir, j'ai réchauffé les restes qu'il avait laissés. En mangeant seul, j'ai réalisé que j'attendais déjà mardi, pas seulement pour manger correctement, pour le bruit qu'il faisait en ouvrant les placards, pour sa façon de poser les questions sans insister, pour le moment où il se tenait trop près en corrigeant un geste. Mardi est arrivé. Il a préparé des ravioles de roman, une sauce légère aux herbes. Cette fois, il m'a fait étaler la pâte. On a travaillé côte à côte. À un moment, en penchant pour ramasser une raviole tombée, son épaule a touché la mienne. Il n'a pas bougé tout de suite, moi non plus. Puis il s'est redressé et a continué comme si de rien n'était. Pendant le repas, il a parlé de sa sœur qui habitait près de Villeurbanne. Moi, j'ai parlé d'un projet de réhabilitation d'anciens ateliers. On a bu un 2e verre. La conversation a duré plus longtemps que les fois précédentes. Quand il s'est levé pour partir, il était déjà 23 heures. Je peux venir un peu plus tôt jeudi, si tu veux. On aura le temps de faire quelque chose de plus long. J'ai dit oui. Trop vite, il a souri. Pas son sourire professionnel, un autre. Après son départ, je n'ai pas réussi à m'endormir tout de suite. J'ai resté allongé dans le noir, à repasser le moment où sa main avait corrigé la mienne sur l'oignon. La chaleur, la précision, le fait qu'il n'avait rien dit après. Je me suis dit que j'exagérais, qu'il était simplement à l'aise dans son travail, que je manquais de contact humain depuis trop longtemps, que c'était normal de s'attacher un peu à quelqu'un qui venait 3 fois par semaine remplir la cuisine d'odeurs correctes. Pourtant, le lendemain, en rentrant du cabinet, j'ai regardé mon téléphone plus souvent que d'habitude. Et jeudi, quand il a sonné, j'ai ouvert la porte avec une précipitation que je n'ai pas réussi à cacher complètement. Un jeudi soir, en rangeant, le téléphone de Théo a vibré sur le plan de travail. L'écran s'est allumé juste assez longtemps pour que je voie le prénom. Un message court. Il l'a pris sans se presser. A lu, a soufflé par le nez, puis l'a glissé dans sa poche de tablier. Je n'ai rien dit, mais quelque chose avait bougé. Le samedi suivant, on préparait un gigot d'agneau. Longue cuisson, vin rouge, thym, ail. Pendant que la viande dorait, il a parlé plus que d'habitude, d'un week-end pourri à Marseille, d'un ancien colocataire qui ne payait jamais sa part, d'un type qui n'arrivait pas à comprendre que c'était terminé. Les détails tombaient un par un, sans que je pose de questions. À un moment, il a juste dit
en remuant la sauce. Mon ex m'a encore écrit ce matin. J'ai continué à couper les échalotes. La lame faisait un bruit régulier contre la planche. L'odeur piquait un peu les yeux. C'était un mec. J'ai fini par lâcher. Il a levé les yeux vers moi, pas surpris, juste attentif. Ouais, on a entendu le four souffler dans le silence. Ça te pose un problème ? Non, la réponse est sortie trop vite, trop nette. Il a hoché la tête et a repris son couteau. On a continué à travailler côte à côte, mais l'air avait changé. Les gestes n'étaient plus tout à fait les mêmes. Plus rien n'était complètement anodin. Le repas a été bon. L'agneau fondait, la sauce était corsée. On a mangé plus lentement que d'habitude. Après, on a fait la vaisselle ensemble, l'eau trop chaude, la mousse qui débordait. Ses avant-bras à côté des miens dans l'évier. En lui passant une assiette, nos doigts se sont touchés et sont restés collés une seconde de trop. Il n'a rien dit. Moi non plus. On a juste continué. Les jours suivants, j'ai commencé à inventer des raisons pour le garder plus longtemps. Un dessert en plus, une sauce à retravailler, une question sur une découpe que je connaissais déjà. Il acceptait, sans faire de remarques. Parfois, il restait jusqu'à minuit passé. On parlait de tout et de rien, du marché, d'un client pénible, d'un livre qu'il lisait le soir. Moi, j'écoutais plus que je ne parlais, et je me surprenais à attendre ces moments avec une impatience que je n'arrivais plus à expliquer uniquement par la nourriture. Un mardi, il a fait des quenelles de brochets sauce nantua. Classique. La sauce était épaisse, parfumée, un peu rosée. En fin de cuisson, il a trempé une cuillère, a soufflé dessus une fois, puis me l'a tendue sans un mot. Goûte, j'ai avancé. La cuillère était encore chaude, nos regards se sont croisés pendant que je goûtais. Trop longtemps, la sauce était bonne, vraiment bonne, mais ce n'était plus ça que je sentais. C'était la distance qui n'existait presque plus entre nous. L'odeur de son savon, la façon dont il attendait ma réaction sans détourner les yeux. J'ai dit que c'était parfait, ma voix avait bougé. Il l'a entendu. Il a reposé la cuillère lentement, sans commentaire, et a repris la conversation comme si de rien n'était. Moi, j'ai eu besoin de m'asseoir un moment. Le reste de la soirée est passé dans un état bizarre. On a mangé, on a parlé. Mais chaque geste pesait plus lourd. Quand il est parti, j'ai resté longtemps dans la cuisine éteinte, les mains sur le rebord de l'évier, le cœur un peu trop rapide. Je savais. Et lui aussi, probablement. On n'avait rien dit clairement. On n'avait rien fait de plus. Mais quelque chose s'était installé entre nous. Impossible de faire marche arrière maintenant. Le lendemain, au cabinet, les plans n'avaient plus vraiment de sens. Les chiffres se superposaient. Le soir, en rentrant, j'ai ouvert le frigo, regardé les restes qu'il avait laissés dans les boîtes en verre, et j'ai compris que j'attendais déjà sa prochaine venue pour autre chose que simplement manger correctement. La tension a continué de monter sans qu'on en parle. Les repas étaient toujours bons, les gestes restaient précis. Mais quelque chose avait changé dans la façon dont on se tenait l'un près de l'autre. On évitait de se toucher trop longtemps, et en même temps, on se cherchait du regard plus souvent. Un samedi soir, on préparait un canard aux olives, la cuisine sentait le vin rouge et le thym. Théo était concentré sur la sauce quand on a sonné à la porte, une fois, puis deux. Impatient, j'ai ouvert. Un homme d'une trentaine d'années, les cheveux en bataille, le regard dur, il a regardé derrière moi. Théo est là, Théo est apparu dans le couloir, un torchon à la main. Son visage a changé. « Qu'est-ce que tu fais ici, Marc ? On doit parler. » La voix était agressive. Pas une demande, une exigence. Théo a posé le torchon, s'est avancé. « Pas ici. Pas maintenant. » Marc a ri jaune. Il a regardé la cuisine, les plats, moi. « T'as déjà trouvé un autre pigeon ? » Toujours le même schéma. Tu t'installes, tu fais le gentil, et après tu te tires. Théo a serré la mâchoire. « Dégage. » Ou quoi, tu vas appeler la police ? Devant ton nouveau client ? Il a appuyé sur le mot « client », comme une insulte. J'ai senti la honte monter, pas pour moi, pour Théo. Il restait droit, mais ses épaules avaient légèrement baissé. Je te le dis une dernière fois, pars. Marc a hésité. Puis il a craché par terre, juste devant le paillasson. T'es pathétique, tous les deux. Il est parti, les pas ont résonné dans la cage d'escalier, la porte de l'immeuble a claqué. On est resté immobile un moment. Théo a repris le torchon et retourné dans la cuisine. Il a baissé le feu sous la casserole. Ses gestes étaient trop précis, trop contrôlés. « Désolé » a-t-il dit sans me regarder. « C'est rien. Si. C'est quelque chose. » On a fini de préparer en silence. Le canard était bon, mais on a mangé sans vraiment goûter. Après le repas, il a rangé plus vite que d'habitude. Il a refusé mon aide. Quand tout a été propre, il a pris son sac. « Je vais y aller. »« Tu peux rester un peu. » Il a secoué la tête. « Pas ce soir. » Il est parti. La porte s'est refermée doucement. J'ai resté debout dans l'entrée. L'odeur du canard flottait encore. Mais la cuisine avait l'air vide d'une façon différente. Les jours suivants, il est venu. Mais quelque chose s'était refermé. Les conversations étaient plus courtes. Il partait plus tôt. Il évitait de se tenir trop près.
Une fois, en lui passant le sel, nos doigts se sont frôlés. Il a retiré sa main immédiatement. J'ai commencé à avoir peur. Pas d'une peur vague, une peur précise, celle de le voir disparaître, de retrouver le frigo vide et les soirs trop longs. Le jeudi suivant, pendant qu'il préparait une sole meunière, j'ai dit « Reste manger ce soir, pas en tant que cuisinier, juste reste ». Il a interrompu son geste, m'a regardé longtemps. « Pourquoi ? Parce que je veux pas que tu partes comme ça. » Pas après l'autre soir, il a posé la spatule, a essuyé ses mains. C'est pas une bonne idée, peut-être, mais je te le demande quand même. Il a hésité. Puis il a hoché la tête, lentement. On a mangé. La sole était parfaite. Après, on n'a pas rangé tout de suite. On est resté à table. Un verre de vin, puis un deuxième. La conversation a repris, plus calme. Il a parlé un peu de Marc, d'une relation qui avait mal fini, de la fatigue d'être toujours celui qui restait. Moi, j'ai écouté, vraiment. À un moment, le silence s'est installé. Pas lourd, juste là. Il a posé son verre. Moi aussi. Nos regards se sont croisés. Cette fois, ni l'un ni l'autre n'a détourné les yeux. Je me suis penché, lentement. Il n'a pas reculé. Nos lèvres se sont touchées. D'abord, juste un contact, puis un vrai baiser. Court, un peu maladroit, mais net. Quand on s'est séparés, il avait les yeux un peu plus sombres. « Tu es sûr ?» a-t-il demandé à voix basse. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste posé ma main sur la sienne, sur la table. Il a retourné la paume et a serré mes doigts. On est resté comme ça un moment, sans rien ajouter. Après le baiser, on est resté un moment sans bouger. Théo a regardé nos mains encore liées sur la table, puis il a relevé les yeux. Si on continue, ça change tout. Je sais, on s'est levé. Il a rangé plus lentement que d'habitude. Quand tout a été propre, il n'a pas pris son sac. Il était resté adossé au frigo, à m'observer. Je me suis approché. Cette fois, c'est lui qui a bougé le premier. Le deuxième baiser a été moins prudent, plus long. On s'est retrouvés dans la chambre sans vraiment décider d'y aller. Les gestes étaient des maladroits au début, trop vite, trop de vêtements, puis ça s'est calmé, sa peau contre la mienne. L'odeur de cuisine qui collait encore à sa nuque. Ce n'était pas parfait, c'était juste vrai. Et plus fort que je ne l'avais imaginé. Le matin, la lumière passait sous le store mal fermé. Théo dormait sur le côté, un bras sous l'oreiller. J'ai resté allongé à le regarder un moment. Pas de panique. Pas de regret clair, juste une clarté un peu effrayante, comme si une pièce avait basculé pendant la nuit et que je ne pouvais plus la remettre en place. Il a ouvert les yeux, encore à moitié endormi. « Salut, salut !» On a pris le café dans la cuisine, en silence. Pas un silence gênant, un silence qui tenait. Avant de partir, il m'a embrassé près de la porte. Court, naturel. Puis il est descendu dans la cage d'escalier. Les jours suivants, il venait comme avant. Mais plus rien n'était vraiment pareil. On cuisinait, on mangeait, et après, il restait. Parfois on parlait, parfois on s'embrassait contre le plan de travail encore chaud. Une fois, on a fini par retourner dans la chambre en plein milieu de l'après-midi. Le plat a un peu brûlé, on s'en est foutu. Ma sœur est arrivée le vendredi suivant. Un message le matin, je passe cet après-midi. J'ai un trou entre deux rendez-vous. Elle est entrée avec son énergie habituelle. Théo était déjà là. On préparait des écrevisses. Elle m'a embrassé sur la joue, a regardé Théo, a souri poliment. Tu dois être le fameux cuisinier. Théo, enchanté. Ils se sont serrés la main. Elle a posé son sac et a tourné autour de la table, trop attentive. Pendant le repas, elle a posé des questions. Sur le métier, sur la fréquence des repas, sur comment on s'était connus. Rien d'agressif, juste trop précis. À un moment, en servant le fromage, mon bras a frôlé celui de Théo. Elle a vu. Elle n'a rien dit, mais son regard a changé. Après le café, Théo a prétexté un autre client et est parti. Ma sœur a attendu que la porte se referme complètement. Puis elle s'est tournée vers moi. C'est quoi ce truc? Quoi? Lui? Vous, la façon dont tu le regardes, la façon dont tu souris depuis que je suis arrivé. J'ai resté debout près de l'évier, les mains dans les poches. On est ensemble. Elle a cligné des yeux, une fois, deux fois. Ensemble comment? Ensemble, long silence. Elle a posé sa tasse, a regardé par la fenêtre un moment, puis elle a soufflé. Depuis quand? Pas longtemps. Mais c'est réel, elle a hoché la tête très lentement. Pas de crise, pas de grand discours. Mais pas de sourire non plus, juste une fatigue dans les yeux. Tu aurais pu me prévenir. Je suis en train de le faire. Elle s'est approchée, m'a pris le visage entre les mains une seconde, puis a retiré ses mains. Bon, fais gaffe à toi. Elle et c'est parti. Pas de baiser sur le front cette fois. Juste la porte qui s'est refermée doucement. J'ai resté seul dans la cuisine. Les restes des écrevisses refroidissaient sur le plan de travail. J'ai sorti mon téléphone et j'ai écrit « Ma sœur sait ». Il a répondu presque tout de suite « Je passe ce soir ?» Oui. Les semaines d'après, on a avancé sans plan trop clair. Théo continuait à venir, mais il restait de plus en plus souvent. Certains matins, on prenait le café ensemble avant que je parte au cabinet. C'était simple, presque banal, et c'est ce qui me plaisait le plus. Un dimanche, allongé dans le lit, il a dit en regardant le plafond « J'ai envie d'arrêter les clients.
Tous, la plupart. J'en ai marre de courir d'un appartement à l'autre et j'ai vu un local près de la place Guichard. Petit, ancienne boulangerie, loyer encore correct. Je pourrais tenter quelque chose. Il a parlé d'un endroit simple. Pain au levain le matin, un plat du marché le midi. Peut-être des dîners le week-end. Pas un grand restaurant, juste un endroit à lui. À nous, si tu veux, a-t-il ajouté après un silence. J'ai regardé le plafond à mon tour, c'est risqué. Je sais, on a commencé à y aller le matin avant mon travail. Le local était sombre, un peu abîmé, mais bien placé. On prenait des mesures, on parlait chiffres et délais. Théo voyait déjà la cuisine ouverte, le comptoir en zinc. Moi je voyais les factures et les normes. Les travaux ont duré presque 3 mois. Soir et week-end, peinture, électricité, carrelage, on mangeait des trucs rapides assis par terre. Une fois on s'est engueulé pour une prise mal placée. Rien de grave, mais ça a claqué fort. Le lendemain, on s'est excusé sans trop en parler, juste un café tendu et un « désolé » murmuré. Ma sœur est repassée un samedi. Elle a regardé le chantier, a fait la grimace, puis a dit à Théo « Tu le nourris correctement, hein ? Il devient chiant quand il stresse. » Théo a ri. Elle aussi, un peu forcée. Mais mieux qu'avant. Le jour de l'ouverture, il pleuvait légèrement. Théo était là depuis l'aube. Il formait les baguettes, surveillait le four. J'arrivais vers 8 heures avec le café. On s'embrassait rapidement derrière le comptoir, encore tout fariné. Les premiers clients sont arrivés, des voisins, des gens du quartier. Certains sont repartis avec du pain sous le bras. D'autres se sont assis. À un moment, au milieu du service, Théo a levé les yeux vers moi depuis la cuisine ouverte. Il a juste hoché la tête. J'ai compris. Les mois ont passé, le café a trouvé un rythme. Pas bondé tous les jours. Parfois, on se demandait si on allait tenir. Une semaine particulièrement creuse. Une facture d'électricité plus salée que prévu. Une dispute bête un soir de fermeture parce qu'on était trop crevés. On s'est tu toute une nuit. Le lendemain matin, il m'a tendu un café sans rien dire. J'ai pris. C'était réglé. Un matin d'hiver, il a sorti du four les premières miches encore chaudes. L'odeur a rempli tout le local. Il a cassé un bout de croûte et me l'a tendu. J'ai croqué. Le pain était bon, vraiment bon. Croustillant dehors, souple dedans. Il m'a regardé attendre ma réaction. J'ai hoché la tête. Dehors, la place commençait à s'animer. Les clients n'allaient pas tarder. Pour l'instant, il n'y avait que nous deux dans la cuisine encore vide, et ça suffisait.